Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'info. Tout de suite, les titres. C'est un coup de poignard dans le dos. Réaction de Vladimir Poutine après l'incident entre Ankara et un avion russe. Le chef du Kremlin menace de graves conséquences. La Turquie se défend et évoque une violation de son espace aérien. L'OTAN se réunit en urgence cet après-midi à Bruxelles. Le Liban ne peut rester à l'écart des conséquences du conflit syrien. Ce sont les mots de Gebran Bassil devant le corps diplomatique en poste à Beyrouth. Le chef de la diplomatie souhaite plus d'unité au niveau international pour éviter de nouvelles victimes d'attentats. Attentat à Paris, l'enquête se poursuit. Salah Abdeslam est toujours introuvable. Hier soir, une ceinture a été retrouvée dans une poubelle à Montrouge. Elle aurait pu appartenir au suspect. C'est un incident très grave. Un appareil russe a été abattu par l'armée turque. Ce matin, les deux pilotes ont réussi à s'éjecter. L'un d'eux serait mort, l'autre porté disparu. Selon l'opposition syrienne, Ankara affirme que l'appareil a violé son espace aérien. Moscou assure que son avion n'a pas quitté le ciel syrien. Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard dans le dos et menace la Turquie de conséquences sérieuses. L'OTAN se réunit en urgence cet après-midi à Bruxelles. Lucie Debiol. Deux parachutistes au-dessus de la frontière turco-syrienne. Il s'agit de deux pilotes russes qui ont réussi à s'éjecter à temps. Quelques instants plus tôt, l'appareil était en flammes. L'avion de chasse a été abattu par la Turquie car selon les autorités turques, leur espace aérien a été violé. Conformément aux règles d'engagement, l'état-major confirme avoir prévenu sa cible plusieurs fois avant de l'abattre. Rapidement, des hélicoptères russes ont été envoyés à la recherche des deux pilotes. Moscou dément avoir violé l'espace aérien turc et qualifie l'acte d'incident très sérieux. Le Kremlin précise même qu'il est en mesure de prouver que l'avion est resté dans l'espace aérien syrien. Il s'agit du premier avion russe abattu depuis le début de l'intervention militaire de Moscou en Syrie. Mais entre la Turquie et la Russie, les incidents de frontières se multiplient depuis plusieurs semaines. Le 3 octobre dernier, des chasseurs turcs avaient déjà intercepté un avion militaire russe engagé en Syrie. Et quelques jours plus tard, l'armée turque avait abattu un drone de fabrication russe qui avait pénétré dans le ciel turc. Enfin, récemment, selon Ankara, des bombardements russes ont visé des villages de la minorité turcophone de Syrie. Les deux pays sont opposés sur le dossier syrien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le départ de son homologue syrien Bachar al-Assad. La Russie, elle, demeure un fidèle allié du régime syrien. Le Liban ne peut pas rester à l'écart des conséquences du conflit syrien. Déclaration ce matin de Gebran Bassil lors d'une conférence de presse devant le corps diplomatique. Parmi ses répercussions, le ministre des Affaires étrangères cite la prolifération des réseaux terroristes et le flux de réfugiés. Sur ce dernier point, le ministre estime que le Liban a montré sa capacité d'accueil et de résilience. Gebran Bassil a par ailleurs souhaité plus d'unité au niveau international pour éviter de nouvelles victimes d'attentats. Pas de conseil des ministres avant la résolution de la crise des déchets. Le Premier ministre l'a réaffirmé au quotidien An-Nahar ce mardi, alors que l'exportation des ordures est l'hypothèse la plus sérieusement envisagée par le gouvernement. Tamam Salam précise que de nombreuses questions persistent toujours. Elles concernent les sociétés chargées de l'exportation, les contrats ou encore les pays d'accueil. Le Premier ministre, qui vous le voyez, s'est entretenu ce midi avec le ministre espagnol de la Défense, Pedro Morenes. Il a notamment été question du soutien de Madrid en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Restez les nôtres, on se retrouve après une courte pause. À l'heure où de profonds désaccords politiques empêchent le fonctionnement des institutions de l'État, l'Université de Loiset a lancé le mois dernier un observatoire de la décentralisation. Cette entité est chapeautée par Ziad Barou, de l'ancien ministre de l'Intérieur. Alors qu'est-ce que la décentralisation? Qu'est-ce que le fédéralisme? Et ce modèle peut-il s'appliquer au Liban? Nous sommes allés poser la question à quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisque ce système de gouvernance existe dans son propre pays. Il s'agit de François Barras, ambassadeur de Suisse au Liban. François Barras qui revient également sur la relation particulière qui existe entre ces deux pays. On l'écoute. On a assisté au lancement de l'Observatoire de la décentralisation au Liban. C'est un projet qui a été mis en place par l'Université Notre-Dame de Loiset. Quel a été le rôle joué par l'ambassade suisse sur ce projet? Bon, c'est un débat très important dans ce pays. Certains
certaines personnes pensent que le fédéralisme, c'est la solution pour le Liban, pour l'avenir du Liban. D'autres pensent que le fédéralisme, ça signifie la fin du Liban. Donc c'est aussi politiquement assez chargé. C'est des processus très différents. Le fédéralisme en général part d'en bas et monte. La décentralisation présuppose qu'il y avait un État centralisé et qu'on délègue certaines compétences à des niveaux plus bas. Donc on va avoir un débat à Notre-Dame University sur les similarités et surtout les différences entre décentralisation et fédéralisme pour un peu clarifier les idées. En Suisse, là, c'est la commune qui est la base de la vie sociopolitique. Donc le principe est très simple. Tout ce que peut faire la commune est fait au niveau communal. Ce que la commune n'est pas capable de faire elle-même est délégué au niveau cantonal. Et ce que le canton n'est pas capable de faire est délégué au niveau fédéral. Il y a, par exemple, chez nous, un système qui fait que les services fondamentaux, c'est-à-dire les transports publics, la poste, doivent être donnés à tout le pays. Même si c'est une région tout à fait périphérique, l'État doit assurer ces services-là. Alors justement, pensez-vous que la décentralisation ou le fédéralisme pourrait s'appliquer au Liban? Je pense que M. Baroud s'est donné, a fait un effort, très très grand effort pour travailler sur ce projet de loi. Donc, quand on parle d'observatoire, on parle d'une organisation, d'une institution qui va observer ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a déjà, si vous voulez, des phénomènes de fait de décentralisation. De fait, tout à fait, c'est pas dans les lois. Il y a moi j'ai voyagé dans le sud, par exemple, récemment, où pour ce qui est de la crise des déchets, ils ont leur propre système qui fonctionne pas mal du tout, parce que j'ai été étonné, je voyais pas de déchets au bord de la route. On a notre propre système et ça fonctionne, etc. Donc il y a des régions qui ont déjà fait pas mal de travail vers une décentralisation des services. Donc j'imagine que cet observatoire va être là pour voir comment ça se passe et pour voir les progrès de la décentralisation, notamment une fois que la loi sera adoptée et sera appliquée. C'est un processus, disons, de longue haleine, hein, parce que vous avez, comme tous ces processus politiques, vous avez la dimension légale. Puis après, vous avez la dimension, entre guillemets, que j'appelle culturelle, c'est-à-dire que les gens, pendant des dizaines ou des vingtaines ou trentaines d'années, ont toujours été habitués à un système, de le changer à un autre. Et après, pour ce qui est du fédéralisme, si vous voulez, je vous dis, il y a ici beaucoup de monde qui pense qu'en arabe, ils utilisent le terme fitna. Ça veut dire la division, la cassure. Donc le fédéralisme peut, disons, aller dans ce sens-là. Et moi, je dis simplement, en Suisse, c'est plutôt le contraire. C'est ce qui nous permet, francophones, germanophones, italianophones, 26 cantons avec des traditions différentes, de coexister. Ça nous donne une certaine autonomie. Je veux dire, par exemple, il y a des cantons catholiques où on fête la Toussaint, il y a des cantons protestants où on fête une fête protestante. C'est à 20 km l'un de l'autre, chacun fait sa fête et ça ne gêne pas du tout le voisin. On a des systèmes d'éducation qui sont différents, on a des polices qui sont différentes. Par exemple, en Suisse, on peut très bien être d'un canton. Notre identité cantonale n'est pas en opposition avec une identité nationale. Si vous voulez, par exemple, mon canton est devenu suisse, donc moi je suis devenu suisse, mais moi je suis très fier d'être de mon canton, et je vois pas du tout ça, cette identité cantonale en opposition à l'identité fédérale. L'ambassade de Suisse au Liban est active dans de nombreux domaines, humanitaires, politiques, économiques et aussi beaucoup culturels. Quelle est la spécificité de cette relation ? Alors, je dirais que il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, au niveau de l'affectif, il y a un cliché. Ça vient de Lamartine, qui est arrivé en face de Beyrouth sur un bateau, et il a vu la ville, les montagnes et les sommets enneigés, et il a dit « Ah, voilà la Suisse de l'Orient ».
Donc, c'est que ça a commencé comme ça. Ça a continué au XXe siècle, quand les pères fondateurs du Liban ont été chercher des modèles, et ils ont entre autres étudié le système suisse comme système pluraliste. Et puis dans les années 50, un Libanais était à Genève et a vu une brochure dans le lobby d'un hôtel sur le système bancaire suisse. Et on a pris le système bancaire suisse. Et puis dans les années 60, le Liban s'est développé comme un carrefour d'affaires, comme la Suisse l'a été aussi, elle l'est toujours. Donc il y a une série, disons, de faits qui fait qu'il y a une certaine proximité. Et ensuite, moi je dirais la taille. Parce que je crois, moi, à la psychologie des petits pays. Le petit pays a, par rapport à ses voisins, par rapport au grand pays, une attitude très différente qu'un grand pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou un autre pays. Donc, entre petits pays, on se comprend mieux, du fait de la taille et du fait des défis. D'ailleurs, il y a une dame qu'on va inviter dans quelques temps ici pour faire une conférence, une journaliste suisse qui a écrit un bouquin, La Suisse ou l'éloge ou le génie de la dépendance. Alors la mission suisse à Beyrouth assure également la représentation helvétique auprès de Damas depuis sa fermeture en février 2012. Sur quel point en particulier se concentre votre action et quels sont vos interlocuteurs à Damas? On a encore, au point de vue, disons, présence diplomatique en Syrie, un consul honoraire à Alep, qui est toujours à Alep, mais on est présent surtout dans le domaine humanitaire et on essaye de faciliter le travail de M. Demistoura, le représentant de l'ONU. Notre vocation sur le plan politique, c'est de bâtir des ponts et justement on a cette chance dont vous parliez parce qu'on est un peu en dehors des grands blocs, en dehors donc c'est une fenêtre très très particulière que la Suisse a de pouvoir rassembler les gens et on n'est pas du tout perçu comme un pays avec un agenda, disons, de pouvoir. On a un agenda, notre agenda, c'est de construire des ponts. On le soupçonne d'avoir fourni un logement à plusieurs auteurs des attentats de Paris, dont Abdelhamid Abaoud. Jawad Ben Daoud a été déféré devant la justice ce matin. Cet individu au casier judiciaire chargé a été arrêté le 18 novembre, non loin de l'appartement de Saint-Denis. Appartement qui, je vous le rappelle, a été investi par la police la semaine dernière. Au moment de l'assaut, Jawad Ben Daoud, qui se trouvait à proximité, avait déclaré aux médias ne rien savoir des activités de ses occupants. Et l'enquête se poursuit. Salah Abdeslam est toujours activement recherché. Hier soir, une ceinture a été retrouvée dans une poubelle à Montrouge. Elle aurait pu appartenir au suspect, dont le téléphone a été localisé au même endroit, juste après les attentats. Bruxelles, elle est toujours en état d'alerte maximale pour la 4e journée consécutive. Métros et écoles rouvriront progressivement à partir de mercredi, selon le Premier ministre. Les risques d'attentats persistent vers des endroits très fréquentés de la capitale. Les opérations de police, elles, ont débouché sur une 4e inculpation d'un suspect lié aux attentats de Paris. Aucun détail sur son identité ou le rôle qu'il aurait pu jouer n'a été rendu public. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Un coup de poignard dans le dos, réaction de Vladimir Poutine après l'incident entre Ankara et un avion russe. Le chef du Kremlin menace de graves conséquences. La Turquie se défend et évoque une violation de son espace aérien. L'OTAN se réunit en urgence cet après-midi à Bruxelles. Le Liban ne peut pas rester à l'écart des conséquences du conflit syrien. Ce sont les mots de Gebran Bassil devant le corps diplomatique en poste à Beyrouth. Le chef de la diplomatie souhaite plus d'unité au niveau international pour éviter de nouvelles victimes d'attentats. Attentat à Paris, l'enquête se poursuit. Salah Abdeslam est toujours introuvable. Hier soir, une ceinture a été retrouvée dans une poubelle à Montrouge. Elle aurait pu appartenir au suspect. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.